L'histoire de Valenciennes est tissée d'une double vocation. Un lieu d'épanouissement pour de nombreux artistes, mais aussi un centre important de commerce et d'industrie. Cette dualité artistique et industrielle existe toujours. Et nous allons explorer ensemble ces deux visages de la ville. Marie-Pierre Dion ouvrira les portes de l'étonnante bibliothèque des Jésuites. L'Athènes du Nord se révélera grâce à Vincent Hadot au Musée des Beaux-Arts. Alors que Henri Hourdequin et Gabriel Gréppier témoigneront de l'importance du rail pendant la révolution industrielle. Les élèves de l'école Rubica se définiront comme des artistes numériques. Quant à Philippe Guigné et Alain Sibertowski, ils seront nos guides dans Valenciennes. La ville s'est développée sur les berges de l'Escaut et comme souvent, c'est une légende qui rend compte de sa naissance. Le roi des Cimbres, Inachus, traverse la Gaule avec son épouse Germanie et, arrivé sur les bords de l'Escaut, un cygne effrayé se réfugie dans les bras de Germanie qui, émue, convainc son mari de construire à cet endroit un château. D'où l'expression Val des Cygnes ou Val aux Cygnes. Naturellement, la réalité historique est tout autre. La première attestation textuelle de l'existence d'une ville à cet endroit remonte à 693 de notre ère, quand un roi vient dans son palais de Valenciennes rendre la justice pour régler un différend concernant la possession d'une terre. C'est au XVe et XVIe siècle que la ville connaît un véritable essor. Le tissage du lin et de la laine en font une ville prospère. L'Escaut, navigable à partir de Valenciennes, favorise le commerce. Les voyageurs la comparent parfois à Bruges. Depuis, sièges, incendies et guerres ont fait disparaître en grande partie l'héritage de cette époque dorée. Cette place ici a été construite, disons, au XIIe siècle environ. Et puis vous avez la façade de l'hôtel de ville qui était une maison échevinale, évidemment, à cette époque-là. Il y a eu énormément de transformations. Cette maison échevinale, elle a brûlé, elle a été bombardée, elle s'est écroulée, elle a été reconstruite, je ne sais pas, une dizaine de fois au moins. La façade que vous avez sous les yeux, elle date de la fin du 19e. Et de chaque côté du fronton de l'hôtel de ville, vous avez à gauche l'Escaut, à droite la Rhônelle, qui sont à l'origine de Valenciennes. Sans eux, Valenciennes n'existerait pas. Sans eux, Valenciennes sera un petit village tout à fait banal. Sur la place d'Armes, le regard est attiré par une aiguille géante qui pointe le ciel. Les mots, gravés dans le métal du monument de 45 mètres de haut, ont été proposés par les Valenciennois à Jean-Bernard Métais, l'artiste qui a conçu la flèche en 2007. Alors, c'est un rappel du beffroi de Valenciennes, construit dès que la place d'Armes a été installée, construit au XIIIe siècle. Et ce beffroi a été transformé, agrandi, surchargé, tellement surchargé qu'il a fini par s'écrouler en 1843. Le beffroi s'est écroulé, patatras, dans ce sens-là. Et donc, pour le remplacer, eh bien, on a mis cette flèche. Les élus, récemment, ont décidé de mettre cette flèche qui symbolise le beffroi. À quelques centaines de mètres de la place d'Armes, une autre tour s'élève, la tour Saint-Géry. Plus ancienne, elle fut aussi construite après l'écroulement du beffroi. Cette tour, en fait, a un double usage. C'est d'abord un beffroi qui a remplacé le beffroi qui s'est écroulé en 1843. Et en même temps, ce beffroi sert de clocher à l'église Saint-Géry qui n'avait plus de clocher. L'église Saint-Géry abrite actuellement une vierge dont le culte millénaire existe encore à Valenciennes, Notre-Dame du Saint-Cordon. Elle aurait sauvé la ville d'une épidémie de peste au Moyen-Âge. L'abri de cette vierge est normalement situé dans une autre église, plus somptueuse, la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon. Mais celle-ci est actuellement fermée
car le clocher n'est pas stable, il se sépare de la nef. Et des sommes colossales seraient nécessaires à la restauration de l'ensemble. Le véritable trésor du patrimoine valenciennois est plus discret. Il est préservé au cœur de la ville, dans un ensemble architectural qui abrite actuellement le conservatoire et la médiathèque. C'est Marie-Pierre Dion, la conservatrice de la médiathèque, qui veille sur ce bien précieux. Bienvenue à la bibliothèque de Valenciennes. Nous sommes ici dans l'enceinte de l'ancien collège des Jésuites de la ville, dont l'origine remonte à la fin du XVIe siècle. Ce lieu est voué depuis 4 siècles à la lecture, à l'étude, à la recherche. Alors, la cour a été couverte par cette haute verrière en 1990, lorsqu'on a restauré l'ensemble des bâtiments. Il abrite aujourd'hui la bibliothèque des enfants. Nous voici dans la partie la plus ancienne et précieuse de la bibliothèque. Il s'agit d'un des exemples français les plus complets de bibliothèques décorées qui ait été intégralement conservée. Les jésuites ont réaménagé leur bibliothèque au XVIIIe siècle, selon la mode de l'époque, comme un vaste vaisseau voûté accolé à l'église et comme un salon très confortable où tout est pensé pour assurer la bonne conservation des livres et le confort des lecteurs. Alors, le décor est remarquable. C'est ce qu'on appelle un catalogue en images, c'est-à-dire un ensemble de vues qui résume le contenu des collections et indique au lecteur comment celles-ci sont organisées. Les jésuites ont assez peu profité de cet espace puisque la bibliothèque a été achevée en 1743, les jésuites ont été chassés du royaume de France en 1765 et à ce moment-là, la ville a argué du fait qu'elle avait beaucoup aidé les jésuites pour s'emparer des locaux et y installer d'autres maîtres. Et au moment de la Révolution, la bibliothèque est apparue comme un bien déjà municipal, il a échappé au vandalisme révolutionnaire. Pendant la Révolution, les livres et les manuscrits dignes d'intérêt sont saisis dans les abbayes et les couvents de la région. Ils sont ensuite entassés de manière informelle dans la bibliothèque des Jésuites de Valenciennes et il faut attendre 1837 pour qu'un érudit allemand découvre sur les dernières pages d'un recueil de traduction latine un texte en français considéré comme le premier poème de la littérature française. Alors, ce manuscrit, qui a un aspect très modeste, il est recouvert d'une peau de cerf non apprêtée qui a conservé ses poils, abrite la cantilène de Sainte-Eulalie, donc le premier poème de la littérature française. Le poème raconte l'histoire de Lalie, une jeune fille de 12 ans qui refuse d'abjurer sa foi. On finit par lui couper la tête et au moment où elle meurt, une colombe s'échappe de son cou et s'envole vers le ciel en emportant avec elle l'âme de la jeune fille et la prière des fidèles. Alors je vais vous citer 2 phrases. La plus célèbre, c'est la première, « Bona pulcella fu Eulalia ». On entend encore très bien les sonorités en A du latin. Eulalie était une jeune fille parfaite. Et « in figure de colombe volat à ciel ». Là, je n'ai pas besoin de le traduire. La bibliothèque de Valenciennes s'enorgueillit de conserver 75 manuscrits carolingiens, ce qui fait de nous la 2e bibliothèque française après la Bibliothèque nationale de France, et puis toute une série de manuscrits romans, gothiques, de toute beauté, témoignant de l'importance de l'abbaye de Saint-Amand au Moyen-Âge. Des poètes et des enlumineurs au Moyen-Âge, plus tard des peintres, des sculpteurs ou des musiciens, la ville a une vraie tradition artistique dans laquelle s'inscrit encore le conservatoire qui jouxte la bibliothèque. Les nombreux prix de Rome issus des écoles de Valenciennes lui ont valu l'appellation d'Athènes du Nord, une expression qui prend tout son sens au musée des Beaux-Arts. Ici, la richesse des collections est la conséquence d'une production artistique féconde.
Ce bâtiment était conçu au début du XXe siècle pour valoriser de prestigieuses collections régionales d'artistes flamands et valenciennois. Restaurée il y a un peu moins de 2 ans, la partie centrale met en valeur le plus grand des Valenciennois, Jean-Baptiste Carpeaux, qui fait notre fierté. Jean-Baptiste Carpeaux est l'un des nombreux artistes valenciennois à avoir remporté le concours de Rome, qui l'a emmené à suivre une formation à la Villa Médicis à Rome, durant laquelle il a produit cette œuvre qui s'appelle Ugolin et ses enfants. La scène est tirée de l'Enfer de Nantes. C'est une scène, on va dire, très poignante. C'est vraiment quelque chose d'assez choquant, une œuvre qui a fait beaucoup parler de cet artiste et a contribué à la postérité de Jean-Baptiste Carpeaux. Carpeaux dessinait énormément, c'est-à-dire que c'était un artiste instinctif qui avait beaucoup d'éclairs d'inspiration. Et lorsque l'inspiration lui venait, il devait la fixer. Donc il l'a fixée avec de la terre pour ce qui est de la sculpture ou avec du plâtre. Et pour ce qui est du dessin, ou lorsqu'il était en ville, il griffonnait sur tout ce qu'il trouvait. Jean-Baptiste Carpeaux monopolise naturellement le cœur du musée. Mais il y a aussi d'autres œuvres incontournables dans les salles adjacentes. Nous sommes ici face à l'œuvre majeure de nos collections, qui est le triptyque du martyr de Saint-Étienne par Pierre-Paul Rubens, qui magnifie notre salle de l'art baroque flamand. Ici, c'est un art qui veut exprimer énormément par les expressions faciales, par les couleurs et par le format. Donc ici, ces 3 facteurs sont conjugués. Donc nous entrons ici dans la salle 18e, consacrée à un autre Valenciennois majeur qui est Antoine Watteau. Antoine Watteau, peintre des fêtes galantes, dont une œuvre nous a été donnée. C'est un petit pique-nique champêtre. Ça, c'est assez révélateur de la mode de cette époque. On retrouve à nouveau ici, par exemple, ce vocabulaire de la scène galante, mais dans ce qu'elle a de très flamand, dans cette scène La Vraie Gaîté, qui est une scène carnavalesque. L'aile sud du musée abrite des artistes valenciennois majeurs du XIXe siècle. Le parcours du musée se termine dans la salle consacrée aux artistes contemporains. La tradition artistique est très présente à Valenciennes. Aujourd'hui, on est les dépositaires. C'est à nous de la valoriser, de la faire découvrir aux autres et de faire en sorte de pouvoir valoriser également les pratiques actuelles. Les pratiques actuelles, on les retrouve par exemple au bord de l'Escaut, dans un bâtiment futuriste élevé sur une friche industrielle. La serre numérique héberge des laboratoires, des entreprises et surtout une école nommée Rubica. Les jeunes artistes numériques formés ici rejoignent des entreprises célèbres dans le monde entier comme Ubisoft ou Pixar. Aujourd'hui, en utilisant à la fois ce passé artistique et le passé industriel du territoire, la jonction de ces deux-là, aujourd'hui, nous amène à la création numérique, nous amène aux écoles Rubica. On apprend à devenir des professionnels et des talents de la création numérique appliqués à 3 grandes familles de métiers, le cinéma d'animation, le jeu vidéo et le design industriel. La visite de l'école laisse entrevoir son lot d'open space saturé d'ordinateurs et même une salle de réalité virtuelle. Rien de vraiment exceptionnel pour une école numérique. Mais la surprise vient d'ailleurs. Au détour d'un couloir, il est presque curieux de rencontrer des étudiants qui manipulent le fusain ou la glaise. Je suis parti d'un scarabée et en fait je mélange le scarabée avec un violon tout simplement. Donc en fait la tête du scarabée va devenir un violon. C'était le but de l'exercice en fait tout simplement. Donc, là ça prend forme tout doucement. Et là, tu as ce qu'on appelle une barbotine, et ça va t'aider à fixer tous les éléments que tu veux. Ah ben, ils sont quand même destinés à une pratique artistique, en quelque sorte. C'est du numérique artistique. Donc, les fondamentaux, c'est quand même le dessin. Pourquoi la sculpture? Parce que certains font de l'animation en 3D, donc ils ont besoin de se confronter concrètement à la 3D. Ces apprentissages du dessin ou de la sculpture
sont devenus des préalables à la réalisation des modèles numériques. On est en 5e année, donc c'est la dernière année à SIF Info Game. Et du coup, voilà, c'est une année où on revient d'un stage, on a un an en fait, tous ensemble, donc on est quand même une petite équipe par rapport à des vrais projets pro, mais on doit faire un jeu de A à Z, donc on part de rien, on doit réfléchir au concept, on doit commencer à créer le jeu, faire des tests, voir si ça marche. On peut déjà bosser avec des tablettes pour dessiner sur ordinateur, mais on peut aussi l'utiliser pour peindre directement dessus, donc c'est vraiment le même feeling que la sculpture, quoi. À la manière d'un peintre, de façon qui va justement peindre le monde d'une certaine manière, etc. C'est aussi avant tout une expérience qu'on veut donner à quelqu'un, donc amusante, mais simplement qui va marquer en fait en général. Peut être aussi faire peur, c'est différentes idées. Et c'est exprimer une vision qu'on a du monde comme un artiste quoi, qui va chercher à dépeindre quelque chose, quoi. Théo ou l'un de ses collègues seront peut-être reconnus un jour comme des artistes importants du XXIe siècle. Ils contribuent, quoi qu'il en soit, à faire vivre à leur manière l'Athènes du Nord. Mais cette image prestigieuse d'une ville tournée vers les arts ne peut pas cacher l'autre visage de Valenciennes, celui que nous rappellent les terrils qui ponctuent l'horizon, l'histoire industrielle de Valenciennes. Et c'est à quelques mètres de l'école Rubica que tout a commencé au XVIIIe siècle. C'est en 1734 que le vicomte des Androuins découvre le charbon à la fosse du Pavé, environ à 500 mètres d'ici, sur le territoire de la commune d'Anzin. Commence l'épopée des charbonnages dans le Valenciennois. C'est la compagnie des mines d'Anzin, définitivement constituée en 1757, qui multiplie les sondages et les prospections jusqu'à compter 250 fosses à peu près dans l'arrondissement. La découverte du charbon entraîne un essor économique formidable. Les cheminées des industries fleurissent. Les réseaux de transport se multiplient, et notamment le chemin de fer, qui va se développer très tôt dans le Valenciennois. On peut dire qu'il y a interdépendance et concomitance entre le développement de la révolution du rail d'une part, le développement des industries de construction de matériel ferroviaire d'autre part. On pense évidemment à la franco-belge, devenue Alstom aujourd'hui, ou aux ateliers de construction du nord de la France, les ANF, à Crespin. L'histoire du chemin de fer dans la région, c'est la spécialité de Gabriel Gréppier. Cet enseignant à la retraite a même écrit un livre sur la compagnie des chemins de fer d'Anzin. Le chemin de fer d'Anzin, c'est la 3e voie ferrée de France, après Lyon-Saint-Étienne 1832 et Paris-Le Pec 1837. Donc on arrive en 1838. Donc 3e voie ferrée de France. Alors on transportait le charbon jusqu'à 8 millions de tonnes par an. Et puis des voyageurs, ça se chiffrait aussi par millions. Donc ça marchait jour et nuit, jour et nuit. À la belle époque, c'est-à-dire dans les années 30, il y a eu jusqu'à 2000 agents au chemin de fer d'Anzin. Et dans ces fameuses années 30, le chemin de fer d'Anzin a été la ligne la plus chargée d'Europe. Alors la gare de Saint-Vin, c'est une gare qui existe encore aujourd'hui. Donc c'est chronologiquement la première gare de France. Et donc elle a été réhabilitée. C'est-à-dire qu'elle a changé d'affectation. Donc c'est un centre social de la ville de Valenciennes. L'époque glorieuse du rail est aujourd'hui révolue. Le transport routier a pris le dessus. Au sud-ouest de Valenciennes, il reste quand même de cette période un curieux dépôt où quelques passionnés bénévoles tentent de faire survivre la mémoire du rail. C'est un personnage tout droit sorti des années 70 qui mène encore leur aventure. Henri Hourdequin, en dépit de longues années de lutte sans succès, a toujours la foi dans son projet. Il veut faire ici un musée ferroviaire. Et il n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Alors cette ligne, c'était une ligne privée à écartement normal, écartement de TGV, comme on dit, qui servait à récupérer les charbons de toutes les fosses, de toutes les mines du secteur. Alors tous ces véhicules ont été récupérés progressivement par des dons, surtout par des dons des entreprises de la région. Il y a pour 2200 tonnes de matériel ferroviaire. Un exemple très important de tout ça,
C'est une grue américaine. On voit la plaque est encore dessus. Cette grue est arrivée après le 6 juin 1944. Ce sont les Américains qui l'ont amenée par bateau pour, disons, remettre les voies françaises détruites par les nazis, pour les remettre en état. Je crois que c'est une pièce très rare. Ça doit être la seule en France. Alors la pièce maîtresse qui me tient à cœur, surtout que j'ai su et j'ai prouvé que mon père a conduit cette machine, cette locomotive a été fabriquée par la Compagnie des mines d'Anzin à Anzin. Elle servait pour faire les manœuvres dans les gares de triage. Alors, elle mérite d'être restaurée, mais j'ose pas trop parler de prix parce que c'est quand même assez très lourd à financer. C'est une passion. J'ai passé des semaines, je faisais ma journée, je travaillais comme beaucoup de travailleurs, et puis le samedi, le dimanche, au lieu d'aller au jeu de boules ou à la pêche, c'était ma passion, c'était ici de ramener du matériel, de faire un peu de rangement et essayer de conserver ces choses qui ont un rapport direct avec le patrimoine. Henri n'est pas le seul passionné de rails ou de vieilles machines. Il partage avec Laurent, son lieutenant, cette même volonté de lutter contre la rouille et l'oubli. Avant, je travaillais aussi dans le ferroviaire. On faisait du wagonnage, donc je vais dire que je suis resté dans le ferroviaire. Et ce que j'aimerais bien, c'est que ça reprenne vie, que ça continue, que ça perdure. Qu'est-ce que ça pourrait devenir ici? Comme ce qui était prévu à l'origine, un musée. Puisque le but du jeu, c'est justement de préserver l'ancien matériel. On a bien sauvé les 3 chevalets à la fosse à Rambert, on a bien sauvé le Ward pour les mines. Pourquoi pas sauver la remise à locomotive? Cette remise, elle a servi à l'exploitation du charbon, au transport à côté de Checaille. Alors pourquoi ne pas préserver un bâtiment de cette valeur? 1881. Mon père a travaillé là. Combien de gens de mon âge que leurs parents ont travaillé là? Combien? Ouais, ça représente la vie de notre région, du Valenciennois, du Hainaut, mais bien sûr. Mais bien sûr. Je sais pas de moi, bientôt je vais aller me reposer. Hein. Alors donc c'est pour ceux qui sont là derrière. Il faut garder quelque chose quand même. C'est difficile. Ouais. Ce qui est difficile, Henri le sait bien, c'est que préserver la mémoire de ces trains des mines aurait un coût très conséquent. Trop pour le Valenciennois, qui se remet à peine du terrible séisme de la seconde moitié du XXe siècle. La fermeture des mines, puis de la sidérurgie, a provoqué la perte de très nombreux emplois industriels. Aujourd'hui, l'agglomération a quand même pu préserver sa tradition ferroviaire. Et 40% des trains construits en France sortent toujours des usines Bombardier ou Alstom. Agathe, une jeune ingénieure, y a bâti sa carrière professionnelle. Ça va, Maxime? Oui. Moi, je suis originaire de la région, pas du Valenciennois, mais de la région. Et j'ai grandi dans une ville du Pas-de-Calais où l'industrie était assez présente. Et donc, à la fin du lycée, je me suis assez naturellement projetée dans des études qui me permettraient de travailler dans l'industrie après. Ici, nous sommes au bureau d'études, Train System, Train Control, et nous concevons l'architecture du train. Nous développons les systèmes qui vont venir composer le train. Pour la SNCF, nous travaillons depuis janvier 2017 sur le projet RER, donc qui est un matériel qui roulera sur les lignes D et E du réseau parisien. Et ce matériel sera en exploitation en 2021. On a fait aussi des métros pour la Chine, pour la ville de Shanghai, pour Singapour. Donc à chaque fois, on touche des volumes impressionnants. Donc si on comptabilise tous les usagers sur une année, sur tout l'ensemble des matériels que nous avons conçus ici, on doit friser les milliards. Alors ce qui me passionne, c'est que, notamment ici à Valenciennes, le fruit de nos études se fabrique ici. Donc on produit le matériel que l'on étudie ici.
À Valenciennes, devant la gare, une sculpture de Carpeaux côtoie le tramway produit dans les usines voisines. L'art et l'industrie cohabitent toujours dans la cité. À l'image de la flèche de la place d'Armes, qui rappelle l'ancien beffroi, la ville doit se réinventer encore et encore pour retrouver son éclat de la fin du Moyen-Âge. Valenciennes est de plus en plus digitale et numérique, mais toujours un peu artiste, la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés dans son histoire.